Je peux vous donner ici, le 16 janvier, il a donné à un Allemand, le 3 février 1940 à un autre Allemand, et le 24 avril, à cause de ça, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Luís Teixeira de Sampaio, avertit Aristides Sousa Mendes, et je cite, que toute faute ou abus de nouveau commis serait considéré comme une désobéissance conduisant à une procédure disciplinaire. À partir de ce mois d'avril 1940, comme vous savez, arrivèrent, mieux que moi, arrivèrent à Bordeaux des milliers de réfugiés de tous les pays européens qui avaient été successivement envahis par l'Allemagne nazie. Et nous, de nouveau, le 27 mai, Sousa Mendes accorda des visas à 17 Belges. Déjà, après que Salazar eut envoyé la circulaire qui empêchait au consulat de donner sans l'autorisation du ministère. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Comme vous savez, l'invasion de la France en juin 1940 par la Wehrmacht, l'occupation de Paris. Le jour de l'occupation de Paris, le 14 juin, à une nouvelle circulaire, la circulaire numéro 23, établit de nouveau la règle selon laquelle les demandes de visa seraient directement dirigées par les consulats directement à la police, même plus au ministère des Affaires étrangères. Les consuls pourraient viser, sans autorisation, les passeports de réfugiés en transit destinés à des tiers pays, mais seulement, comme vous avez vu auparavant, s'ils avaient déjà un billet de navire et s'ils montraient ce billet de navire ou d'avion pour pouvoir partir du Portugal. Or, entre le 14 et 17 juin 1940, sont arrivés à Bordeaux, une ville qui à l'époque avait 230 000 habitants, environ 750 000 fugitifs, y compris les dirigeants français et d'autres pays, la Belgique, qui avaient été occupés. Un journaliste tchèque, qui était déjà réfugié, était à l'époque à Bordeaux, et il serait initié avec d'autres réfugiés à un célèbre hôtel, je sais pas si, un café, je ne sais pas s'il existe encore, j'aimerais savoir, le café Tortoni, je ne sais pas, à Bordeaux, pour échanger des informations sur les visas. Et Eugène Tilling, ce journaliste, a dit « Le Portugal est en train de donner les visas ». Qu'est-ce qui était arrivé? 2 jours auparavant, le 16 juin, Aristides Sousa Mendes se confronta face au dilemme posé par la foule des fugitifs entre le choix d'obéir aux ordres de Salazar et de la circulaire numéro 14, et donc de refuser d'accorder des visas à la grande majorité des réfugiés, ou en alternative, désobéir et supporter les conséquences. Bon, on le sait, le consul a choisi la deuxième alternative. Et lui-même, il a dit, j'ai décidé plus tard, quand on lui a fait un procès disciplinaire, j'ai décidé d'accorder des visas à tous ceux qui demandaient, sans pratiquer aucune discrimination de nature religieuse, politique ou raciale. Le matin du 17 juin, Sousa Mendes, accompagné de son épouse et d'un de ses fils, déclara, j'espère que c'est juste, vous allez le dire, tout à fait. Déclara que tout était dans leurs mains pour sauver des milliers de personnes qui sont venues de tous côtés de l'Europe dans l'espoir de trouver un refuge au Portugal. Comme le consul dirait lui-même plus tard, en se défendant de la procédure disciplinaire du ministère, qu'il considérait immoral et anticonstitutionnel questionner les demandeurs de visa s'ils étaient juifs, et d'autre part, il avait pensé qu'il était temps pour les Portugais qu'ils se rachètent de l'expulsion des Juifs par l'Inquisition au XVe et XVIe siècle, en les aidant 400 ans plus tard, quand ils étaient de nouveau persécutés. Et je cite Sousa Mendes, c'est lui qui parle comme ça, ils sont tous des êtres humains, et leur statut dans la vie, la religion ou la couleur sont totalement hors de propos pour moi. Aristides Sousa Mendes affirma aussi qu'étant chrétien
et catholique, il ne croyait pas qu'il devait laisser ces réfugiés succomber. Finalement, Aristide Sozemelj révéla être conscient des conséquences que causerait son attitude et assura que ses fils et filles, il en avait 14 je pense, comprenaient si, comme ils disent, pour donner des visas aux réfugiés, il serait démis de ses fonctions pour avoir agi contre les ordres qui, selon lui, étaient vils et injustes. Bon, et ça a duré pendant 9 jours. Donc, l'action d'Aristide Sozemelj, c'était pendant 9 jours. Je vais un peu parler de ces 9 jours. Du 17 jusqu'à 19 juin, il a donné à Bordeaux à tous les gens qui lui demandaient. Le 20, Sozemelj quitta sa femme et 2 de ses enfants à Bordeaux et se dirigea à travers une route encombrée de fugitifs en panique à Bayonne, où le vice-consulat consulat portugais était encerclé par 5000 personnes et beaucoup qui attendaient dans les jardins aux alentours, aux horizons. Sozemelj ordonna au vice-consul d'accorder des visas à tous ceux qui leur demandaient, donc il était hiérarchiquement au-dessus, et lui-même signa des visas, continua à signer des visas à Bayonne. Le 22 juin fut signé, comme vous savez, l'armistice franco-allemand qui divisait la France en deux. Et ce jour-là, le 22, le fait est qu'à un moment donné de ce jour, les réfugiés qui avaient reçu les visas de Sozemelj, à même de la gare d'Hendaye, parce que Sozemelj après est allé à la frontière franco-espagnole et surtout à la gare d'Hendaye, mais on sait qu'il signait les visas sur des papiers complètement normaux. Mais ces réfugiés, avec ces visas, ont commencé à être empêchés de continuer et de traverser la frontière du Rhône jusqu'en Espagne. Quand il a appris ce qui s'est passé, Salazar envoya le 23 juin un télégramme interdisant à Aristide Sozemelj de concéder des visas et recommandant que dorénavant il devait être concédé par le vice-consul de Bayonne. Le 24, le lendemain, Salazar ordonna le retour immédiat de Sozemelj au Portugal et au ministre du Portugal à Paris, Gamochoa, que la direction du consulat de Bordeaux fut remise à un autre élément, José Cial. Ce matin, du 24, la frontière portugaise fut fermée jusqu'à environ 17h de l'après-midi, de même que fut fermé le vice-consulat de Bayonne et l'Espagne cessa de reconnaître les visas portugais. Et maintenant, un des épisodes. À l'époque, il y avait à peu près 4000 Polonais qui avaient eu le visa de Aristide Sozemelj et donc qui sont restés du côté français. Et comme la frontière franco-espagnole a été fermée par les Espagnols, ils ne pouvaient pas traverser. Alors, un peu plus tard, l'ambassadeur à Londres du Portugal, Hermínio Monteiro, qui était un anglophile, un ami de Salazar, mais un anglophile, a été abordé par le consulat du gouvernement en exil de Pologne à Londres et a intercédé pour ces 4000 Polonais. Alors, Hermínio Monteiro a écrit une lettre à Salazar, qui est très importante, en disant on a ici 4000 Polonais qui sont restés en France. Je demande à votre Excellence, Salazar, le chef du gouvernement, qu'il donne l'autorisation pour que ces 4000 Polonais aillent jusqu'au Portugal. Et Hermínio Monteiro dit ces Polonais sont de race pure. Il a dit comme ça. Bon, évidemment, en interprétant ça, on pourrait dire, bon, antisémite, mais on pourrait aussi dire qu'il était en train de faire de manière que Salazar ouvre ses portes. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Salazar? Bon, il a répondu, on a déjà puni le consul d'Aristide Sozemelj qui a donné contre nos ordres, et je vais vous lire,
il dit « En aucun cas, c'est souhaitable que les activités qu'il voudrait développer au Portugal, donc ces Polonais qui sont juifs, qui ne sont pas juifs, qui sont des intellectuels et des politiques, en aucun cas ils doivent arriver au Portugal et en vue de leur grand nombre, ils ne peuvent pas avoir des visas. » Salazar ajouta que ces réfugiés intellectuels et politiques étaient précisément, et je cite, les plus indésirables de rentrer au Portugal. Et là, je fais une petite interprétation parce que je pense que ça dit beaucoup sur l'attitude de Salazar relativement aux réfugiés. Donc, ce n'était pas la question des Juifs. Je ne pense pas que la question antisémite était présente au Portugal à l'époque, et même dans l'idéologie du régime dictatorial de Salazar. Et on peut, après, penser pourquoi, parce que l'Inquisition, elle était déjà passée, et les expulsions avaient déjà eu lieu des siècles auparavant. Mais ce qu'il avait peur vraiment, Salazar, c'est que entre des réfugiés politiques. Et je dis normalement, et des fois il y a une discussion, une polémique, mais je suis convaincue de ça, que c'était mieux d'être un juif réfugié au Portugal que par exemple un réfugié communiste, socialiste ou quelqu'un d'autre. La police était beaucoup plus méfiante envers les politiques. Bon, je suis à peu près à la fin, avant de parler de l'épisode terrible du Luxembourg. Mais ce qui est terrible et ironique, c'est que grâce à Aristides Sousa Mendes, beaucoup de réfugiés sont entrés au Portugal. La période où il y a eu de plus de réfugiés au Portugal, c'était juin 1940. Donc, avec les visas de Aristides Sousa Mendes donnés contre les autres. La frontière, comme j'avais dit, le 24 juin a été fermée, la frontière portugaise, mais les associations juives portugaises et le chef de la police politique sont allés à la frontière de Vila Formosa et ils ont vu qu'ils devaient laisser entrer les réfugiés. Parce que les Espagnols ils disent non, 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 ils sont complètement légaux, ils ont des visas donnés par un consul portugais et ils ne vont pas pouvoir retourner. Donc, qu'est-ce que le chef de la police a fait? Il a mis tous les réfugiés qui n'avaient des visas légaux, qui n'avaient pas, il les a mis dans des zones de résidence fixe. C'était pas très compliqué parce que c'était des zones touristiques où il y avait des hôtels et des pensions. Mais le problème, c'est que ces réfugiés ne pouvaient pas sortir de là sans une autorisation du bureau de la police qui était installé là-bas. Et donc, ce qui faisait beaucoup de complications, s'ils voulaient avoir un visa, par exemple, pour les États-Unis ou pour un pays de destination, ils ne pouvaient pas aller à Lisbonne ou à Porto, où étaient les ambassades et les consulats. Mais, et c'est ça qui est très très compliqué, je parle encore un petit peu de Aristides Sousa Mendes. Après qu'il eut l'ordre de Salazar pour retourner au Portugal, il est resté encore quelques jours et il a continué à signer des visas et seulement le 8 juillet, il est allé au Portugal. Bien sûr, après, il a été démis de ses fonctions avec un quart du salaire pendant qu'il attendait le procès disciplinaire. Et plus tard, il sera démis de ses fonctions sans salaire. Et il mourra en 1954. Et un silence sépulcral est tombé sur Aristides Sousa Mendes. Pourquoi? Parce qu'on était en dictature. Et seulement à partir de 1974, c'était possible de parler sur le consul qui avait désobéi aux ordres de Salazar. Mais ce qui était ironique, c'est que Salazar, après la guerre, en 1945, a été loué pour avoir reçu des réfugiés au Portugal. En 1988, seulement à l'époque,
le ministre Jean Gem du Parti socialiste a présenté au Parlement portugais une motion de réhabilitation de Aristides Sousa-Mendes, et seulement en 1998, il a été réhabilité dans le service diplomatique et promu à ambassadeur. Jusque-là, le fait d'avoir désobéi à l'État portugais était plus important que le salut de beaucoup de persécutés par les nazis. Et maintenant, je termine seulement en disant qu'en analysant l'affaire Eichmann et l'Allemagne nazie, où la quasi-totalité de la société a succombé à Hitler, Hannah Arendt, comme vous savez, a réfléchi sur le jugement humain en temps très sombre. Or, dans l'Europe des années 30 et 40, les quelques hommes capables de distinguer entre le bien et du mal ne pouvaient compter que sur eux-mêmes et juger dans la solitude chaque nouveau cas avec lequel ils étaient confrontés, sans avoir aucun secours à une règle qui n'existait pas. Il n'y avait pas de cas précédent. Or, dans la période troublée de 1940, quand il dut exercer son jugement et prendre des mesures, Aristides Sousa-Mendes n'a pas confondu les problèmes moraux les plus élémentaires et a simplement su distinguer entre le bien et le mal et révéler une empathie pour les autres êtres humains. Comme le dit aussi l'historien français Marc-Olivier Barouche, qui a étudié l'attitude des fonctionnaires français dans le régime de Vichy, et je cite, « Dans le dialogue entre le principe de l'obéissance et l'éthique de la conviction, comme vous savez Max Weber, qui devrait être la raison d'être du service public, dans le régime du maréchal Pétain, la balance a basculé vers le premier côté. Et par conséquent, de nombreux éléments de la bureaucratie française ont collaboré avec les crimes nazis, leur délivrant des Juifs. En inversant les termes, nous dirions que dans l'attitude d'Aristides Sousa-Mendes, la balance se détourna du principe aveugle de l'obéissance et se pencha clairement sur le côté de l'éthique de la conviction. Et maintenant, seulement un petit peu cet épisode que je voulais donner, avec une collègue, on est en train de donner à la publication, ça va s'appeler le train du Luxembourg et qu'est-ce qui est arrivé. Le Luxembourg a été occupé par les Allemands en mai 1940 et comme il y avait peu de Juifs, et le pays est très peu, avec une petite population, il y avait à peu près 3000, beaucoup étaient déjà étrangers qui avaient déjà obtenu refuge au Luxembourg. Les nazis ont eu l'idée de faire du Luxembourg un laboratoire d'un pays occupé sans juifs. Et ils ont eu l'idée de les mettre dans des trains qui étaient scellés au Luxembourg et qui étaient décellés à la frontière portugaise et qui étaient accompagnés d'éléments de la Gestapo et en uniforme. Qu'est-ce qui est arrivé? En août 1940, un premier train est entré au Portugal et ils ont attendu, parce qu'ils n'avaient pas de visas légaux, ils avaient acheté des visas de Cuba qui n'étaient pas légaux en verre. Un deuxième train est arrivé en octobre 1940, il est entré déjà avec quelques problèmes, mais en novembre 1940, le début novembre, un autre train avec des réfugiés venant du Luxembourg, tous juifs, à peu près 350, sont restés à la frontière portugaise de Vila Formosa.